Welcome back to my channel. Moi, c'est Lucla. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, entrepreneur, investisseuse. Et à travers mes vidéos, je t'embarque avec moi dans mes péripéties à travers le monde où je te fais découvrir ma vie d'entrepreneur, d'investisseuse. Je partage avec toi aussi mes conseils, mes expériences de vie, mes perles de sagesse, enfin plein de bonnes choses. Donc les amis, aujourd'hui, c'est une vidéo différente. Ce n'est pas un vlog tout simplement parce que j'avais envie de me poser avec vous. J'avais envie de vous partager certains sujets qui me tiennent à cœur et vous transmettre des valeurs que j'ai réussi à comprendre. Et ces valeurs-là ont littéralement transformé ma vie. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir parce que vraiment, si vous adoptez ces 7 valeurs que je vais vous partager, votre vie va littéralement changer. Mais les amis, avant toute chose, on s'abonne, on like, on partage la vidéo et dites-moi en commentaire quelle est la thématique, quel est le sujet que vous avez envie que j'aborde avec vous. Et je me ferai un plaisir de le développer en vidéo. Bon, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. On a beaucoup à dire, on doit se parler, vous et moi. Les valeurs que je vais partager avec toi, ce sont des qualités, ce sont des sagesses qui, si tu les appliques, alors pas forcément tout à la fois, mais même petit à petit, à ton rythme, vont littéralement drastiquement changer ta vie. Parce que nous sommes dans un monde qui est régi par des lois. Et ces lois, même si le monde actuel a tendance à les bafouer, elles s'appliquent. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on en ait connaissance ou pas, qu'on y croit ou pas, elles s'appliquent quand même. Et la première de ces lois, de ces valeurs, de cette sagesse ou de cette qualité, si tu préfères, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est pas juste le fait d'être honnête, d'être transparent. L'intégrité, c'est le fait d'être tout ça, mais également de rester envers et contre tout aligné par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce que l'on dit. Et force est de constater que nous sommes dans un monde où c'est la compétition tous azimuts, c'est la foire d'empoigne. On n'hésite pas à écraser quelqu'un pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un poste, pour pouvoir être bien vu. Et ça bafoue cette première loi qui est celle de l'intégrité. L'intégrité vous permettra de rester en accord et en alignement avec qui vous êtes. Ça vous permettra d'être la personne vraie et réelle qui se présente au monde. Je me rappelle une histoire que j'ai vécue il y a de ça quand même pas mal d'années, mais c'est une histoire, le genre de trauma qu'on a, une histoire vraiment compliquée. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à la surmonter, mais c'était vraiment une période de ma vie pas facile du tout. En fait, j'avais affaire à quelqu'un de très proche dans la famille qui me détestait, mais au-delà de me détester, qui voulait littéralement me détruire. Et à y regarder de plus près, cette personne, on peut le dire, voulait ma mort et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a essayé de faire. En fait, vous savez, moi, je suis chrétienne. Ça veut dire que je vais pas me mettre forcément dans un conflit et puis rester là. Je vais pas regarder qu'on me tabasse et rester là. Je vais pas regarder qu'on m'injurie et rester là. Mais si ça se passe, je dois avoir une attitude qui fait que je ne réponde pas sur le même terrain que l'agresseur. Vous voyez un peu ce que je vous dis ou pas? C'est-à-dire que je me refuse d'aller me vautrer dans la boue, répondre à des calomnies par la calomnie, à répondre aux insultes par les insultes. Vous voyez un peu, c'est ça. Je considère que lorsque l'on est intègre et qu'on a des valeurs qui nous sont propres, on a une éducation, on a une manière de voir le monde et les gens, d'autres personnes comme ça, négatives, toxiques, méchantes, qui arrivent dans notre vie, ne doivent pas nous faire dévier, ne doivent pas nous faire changer. Et c'est là qu'intervient l'intégrité. C'est-à-dire que lorsque cette personne s'acharnait contre moi à produire des faux, à aller chercher des alliés pour gonfler un peu ses mensonges et faire toutes sortes de choses inimaginables pour pouvoir me nuire, malgré les conseils que j'avais dans ma propre famille, qui me disaient d'aller porter plainte, de faire ceci, de faire cela, de répondre, bref, j'ai toujours continué à prier pour cette personne et je ne lui ai jamais, par la grâce de Dieu, parce que je pense que c'est pas juste mes forces, je ne lui ai jamais rendu le mal pour le mal qu'elle me faisait. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de ne pas me trouver sur son chemin, de disparaître de sa vie, mais bon, vous savez, quand quelqu'un est acharné contre vous, disparaître de sa vie, c'est plutôt lui qui a vraiment envie d'être dans la vôtre. Je faisais en sorte d'avoir aucune
interaction avec cette personne. C'était compliqué, les amis, je vous assure, c'était vraiment chaud. Et le temps a passé, ça s'est pas fait en 48 heures, ça s'est pas fait en un mois, en 2 mois. Avec le temps, j'ai réussi à rester intègre par rapport à la personne que je suis. Une personne qui, je l'espère, est de bonne composition, de bonnes valeurs, de bon tempérament. Et avec le temps, devinez quoi, les amis, cette personne est décédée. Et elle est décédée, mais moi, j'ai jamais prié pour qu'elle meure, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Lorsque vous restez intègre, alors là, moi, je vous ai cité un cas un peu extrême que j'ai eu à vivre dans une période compliquée de ma vie, mais l'intégrité peut avoir à se manifester dans le quotidien, en fait. Lorsqu'on vous demande quelque chose, eh bien, peut-être qu'un mensonge serait plus facile à dire. Eh bien, non, l'intégrité veut que vous soyez loyal envers vous-même et que vous disiez la vérité, purement et simplement. La vérité, c'est que l'intégrité vous permettra de gagner, les amis. Je vous assure, l'intégrité vous permettra de gagner à court, moyen ou long terme. Parce que l'intégrité, c'est une valeur qui ne manque jamais sa cible. Je vous disais qu'on est dans un monde qui est régi par des lois. Ces lois universelles, nous les avons trouvées là lorsque nous sommes arrivés au monde et nous les laisserons là lorsque nous quitterons le monde. Ça veut dire que la vie va dans un sens. Vous avez peut-être l'impression que les menteurs, les escrocs, les arnaqueurs, etc., réussissent et ont beaucoup de succès, mais sachez que c'est pour un temps. Si vous êtes juste, si vous êtes intègre, quelles que soient les tribulations, quels que soient les aléas, quelles que soient les difficultés que vous traversez actuellement, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais soyez assurés, les amis, que l'intégrité, votre intégrité, vous trouvera juste et viendra vous rendre justice. Croyez-moi sur parole, je l'ai vécu à de nombreuses reprises. Restez ferme, restez ancré avec qui vous êtes, restez aligné avec qui vous êtes et l'image que vous allez renvoyer aux autres sera l'image de quelqu'un qui est vrai, de quelqu'un qui est authentique. Et vous savez, cette image-là va inspirer confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui se perd de nos jours. Et sachez que lorsqu'on parle de bien en vous, le monde est petit. Et c'est pareil, lorsqu'on parle en mal de vous, le monde est petit. Si on parle en mal de vous de manière injuste et que vous restez intègre, l'intégrité viendra vous récupérer et vous sauver. Par contre, si on parle en mal de vous et que ce que disent la personne ou les personnes, c'est vrai, là, vous aurez du fil à retordre. En 1962, en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, les forces armées américaines repèrent un sous-marin soviétique dans leurs eaux. Donc évidemment, ils lui donnent l'ordre de remonter à la surface illico sans aucun délai. Le problème est que ce sous-marin soviétique n'avait plus aucune communication. Tous ses moyens de communication étaient coupés. Il ne recevait plus les ordres du pays dont il ressortissait et il n'entendait absolument pas les ordres de l'armée américaine. Voyant cela, l'armée américaine a décidé de lancer des charges sous-marines d'avertissement pour vraiment le menacer et l'obliger à refaire surface. Ce qui s'est passé, c'est que à l'intérieur du sous-marin, il y avait 3 commandants. Ils devaient savoir quoi faire. Soit riposter, ça voudrait dire que la guerre nucléaire démarrait à ce moment-là, ou soit faire comme si de rien n'était, puisqu'ils ne savaient absolument pas ce qui se passait. Le truc, c'est qu'ils ont vu les charges arriver vers eux et ils ont cru, ou 2 d'entre eux, puisqu'ils étaient 3, à devoir prendre la décision d'attaquer ou de ne rien faire. 2 d'entre eux ont considéré que la guerre avait commencé lorsqu'ils ont vu ces avertissements arriver de l'ennemi. Le problème, c'est que les Américains n'ont pas lancé la guerre, ils ont voulu les menacer. Mais à l'intérieur du sous-marin soviétique, ils n'en avaient aucune idée. Le 3e commandant, lui, n'était pas aussi prompt à lancer l'attaque nucléaire comme ses 2 collègues. Il a d'abord décidé d'observer ce qui se passait, d'analyser la situation à froid et de prendre le temps qu'il fallait pour pouvoir prendre sa propre décision, même face à l'urgence, même face à la pression, même face au stress. Et sa décision a été non, de ne pas riposter, de ne pas contre-attaquer parce que à ce moment-là, la
guerre nucléaire aurait été déclenchée. Il a dit à ses collègues qu'en l'état actuel des choses, il n'avait pas suffisamment de données pour pouvoir lancer une contre-offensive nucléaire. Et la décision a été prise à ce moment-là de refaire surface. Et c'est à ce moment-là que la guerre nucléaire a été évitée par le discernement d'une personne. Mon ami, le discernement, tu l'as constaté à travers cette histoire, s'accompagne d'une bonne grosse dose de bon sens, d'une bonne grosse dose d'analyse à froid et d'une bonne grosse dose d'observation. Toutes les histoires ne se passent pas aussi bien. Je vais te raconter l'histoire de Selena. C'est une chanteuse américano-mexicaine. Ce sont des faits qui se sont déroulés aux alentours de 1995. C'est une chanteuse qui était très célèbre et elle avait plusieurs fan clubs. Et l'un de ses plus gros fan clubs était présidé par une femme dont j'oublie le prénom. Et comme cette chanteuse était très proche de son public, de ses fans, elle avait avec le temps noué des rapports sympathiques, cordiaux avec la présidente de ce fan club. Elle l'a intégrée dans l'une de ses entreprises qui était chargée de gérer ses tournées, faire des deals avec les sponsors, les partenaires, etc. Au bout de quelques temps, le staff de Selena a découvert que la présidente du fan club détournait de l'argent. Donc, ils ont décidé de la licencier. Mais Selena, elle, avec le temps, avait noué des rapports plus que cordiaux, des rapports amicaux avec cette présidente de fan club. Et donc, malgré son licenciement, elle a continué à la fréquenter jusqu'au jour où cette dame, donc la présidente du fan club, l'a invitée à boire un thé, un café avec elle. Donc, elles se sont rencontrées, elles ont échangé et elle a demandé à Selena de venir avec elle récupérer quelques affaires dans son motel. Donc, elle, pas méfiante pour un sou, s'est rendue avec elle dans sa chambre de motel. Et au bout d'un moment, la présidente de fan club a sorti un revolver et l'a menacée. Selena, prise de panique, a ouvert la porte et s'est enfuie. Le problème, c'est qu'elle a eu le temps de lui tirer dans le dos. Donc, elle s'est traînée jusqu'à l'accueil du motel et a dénoncé l'auteur du coup de feu. Malheureusement, Selena n'a pas survécu. Elle est décédée des conséquences de ce coup de feu et ses blessures étaient beaucoup trop graves pour qu'on puisse la sauver. Évidemment, la présidente du fan club a été arrêtée et au moment où je vous parle, elle est toujours en prison. D'ailleurs, elle a fait une demande de remise en liberté qui a été rejetée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, au fin fond de sa cellule, du fin fond de sa prison, elle continue de recevoir des lettres de menaces de mort. Tout ça pour vous dire, les amis, que malheureusement, Selena a fait preuve d'un gros manque de discernement. Parce qu'il y a quelque chose que je dois vous dire, c'est que le discernement, lorsque vous vous penchez sur un cas ou sur une personne, le discernement vous aidera à regarder les signes, à voir les signes et à interpréter les signes que vous cherchez pour pouvoir prendre la décision. Et Selena, malgré le fait que je pense qu'elle n'avait pas beaucoup de discernement, il y a eu des signes. Déjà, présidente de fan club, un fan club, comme son nom l'indique, ce sont des fans. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des membres de la famille. Ce sont des personnes qui portent un intérêt émotionnel à une star, qui ne sont pas dans la recherche de la compréhension de qui est la star, de son caractère, de ses valeurs, de qui elle est en elle-même. Non, eux, c'est l'art que pratique la star qui les intéresse. Donc, pour moi, c'est le premier signe d'alerte. Comment être ami avec quelqu'un avec qui on ne partage rien si ce n'est un art et des émotions véhiculées par cet art? C'est tout ce qu'il y a de plus faux, mais c'est très éloigné de la vie réelle, en fait. Elle a été embauchée, cette personne, et elle a détourné de l'argent. Mais ça en dit long, ça en dit long sur qui est cette personne. Malgré ça, malgré que le staff de Selena a pris des décisions pour évincer cette personne, elle a continué à la fréquenter. Celle qui aurait dû être la première remontée contre la personne en question est celle qui a continué à la côtoyer. Ça n'a pas de sens. Et il s'est produit ce que je viens de vous raconter. Donc je vous disais, les amis, le discernement vous évitera bien des déboires, vous évitera de rencontrer les mauvaises personnes et de vous retrouver manipulé.
Alors les amis, là pour le coup, on se retrouve sur l'un de mes spots préférés pour vous parler de la troisième sagesse. Alors pour ceux qui ont la ref, vous devez reconnaître, je vous mets la vidéo où je vous présentais cet endroit que j'aime trop. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la Guadeloupe, vous savez déjà de quoi je vous parle. Donc le troisième changement qui, si vous l'opérez, va drastiquement transformer votre vie, c'est la patience. Parce que je vous disais en début de vidéo qu'on est vraiment dans un monde où tout va très vite, tout bouge, tout se bouscule, tout le monde a soif, tout le monde a faim, c'est la hargne, bref, ça va dans tous les sens. Nous faisons partie d'une génération qu'on appelle la génération micro-ondes, c'est-à-dire que, hop, il faut que tout se passe d'un claquement de doigts, il faut que tout arrive très vite, zéro place pour l'attente, zéro place pour le temps, tout doit se passer right now, immédiatement. Le problème, c'est que la vie ne se passe pas ainsi. La vie, comme je vous le disais, répond à des lois. La vie répond à des commandements que nous ne pouvons jamais changer. Vous avez remarqué, les amis, que les choses qui ont du poids, les choses qui ont de la valeur, les choses qui ont du prix prennent du temps. Tout ce qui est amené à durer dans votre vie, tout ce qui est amené à être pérenne dans votre vie prendra du temps, que vous le vouliez ou non. Et si vous décidez que non, vous n'avez pas de temps à consacrer à quelque chose qui a du prix dans votre vie, vous passerez à côté de cette chose. Vous allez vous auto-saboter. Vous allez détruire la germe, les prémices de bénédiction qui devaient se manifester dans votre vie. Lorsqu'une femme tombe enceinte, le bébé ne naît pas 48 heures plus tard. Il y a le temps qui joue son rôle. L'embryon croît, devient un fœtus et finalement, au bout de 9 mois, devient un beau bébé en pleine forme. Tout ne s'est pas passé vite, mais toutes les belles choses, toutes les grandes choses, toutes les choses extraordinaires que vous voulez accomplir dans votre vie, vous devrez payer le prix de la patience. La patience va vous garder de faire des mauvais choix. La patience va vous garder de vous précipiter. La patience va vous préserver. La patience va vous mettre à l'abri parce que les temps sont durs, les temps sont mauvais. Il y a toutes choses, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans la vie, les arnaques, les escroqueries, les scams, toutes sortes de choses. La patience va vous préserver de la cupidité. Nous sommes dans un monde qui est extrêmement cupide. Lorsqu'on veut tout de suite, on s'expose à des dangers. On s'expose à être manipulé, à être spolié, à être floué. La patience, c'est vraiment une sagesse. Prenez le temps, les amis. Prenez le temps de regarder ce qui se passe dans votre vie. Prenez le temps de changer ce qui a changé dans votre vie. Et lorsque vous prenez une décision, lorsque vous avez fait un choix, ayez de la patience pour voir les fruits se manifester dans ce que vous avez décidé de faire. Vous ne pourrez rien avoir rapidement parce que tout ce qui se passe vite est voué à l'échec. Plusieurs années en arrière, pour ma part, j'ai dû faire preuve de patience pour pouvoir changer ma vie dans le sens que je voulais. C'est-à-dire que j'avais de grosses galères financières, j'avais de gros déboires, je voulais que tout ça arrête. Je voulais vraiment, plus que me refaire une santé financière, je voulais avoir énormément d'argent. Je voulais en fait avoir la liberté financière. Eh bien, j'ai dû faire preuve de patience parce qu'il a fallu que je me forme, il a fallu que j'apprenne, il a fallu que j'applique, il a fallu que je patiente encore pour voir le fruit et les résultats de ce que je voulais faire, de ce que je voulais avoir. Vous voyez, c'est ça la patience, les amis. Et considérez que le temps n'est pas un ennemi, mais bien au contraire. Le temps est votre meilleur allié, votre meilleur atout, votre meilleur ami. Parce que pendant que vous faites ce que vous avez à faire et que vous misez sur le temps pour produire ses effets, le temps, lui, joue son rôle. Et quand vous mettez en place ces mécanismes, ça veut dire que vous avez mis en place le principe, la sagesse, qui est la patience. Le manque de patience pousse les gens à abandonner trop tôt. Le manque de patience pousse les gens à baisser les bras alors qu'il faut persévérer. Le manque de patience pousse les gens à dire ça ne marchera pas, j'abandonne. La patience, c'est une force. Contrairement à ce que le mot patience indique, en réalité, si vous faites preuve de patience, vous devenez plus
fort. Le quatrième point de transformation, c'est la planification, les amis. La plupart des gens ont des objectifs, ils ont des idées, ils ont des projets, ils ont des buts, mais combien prennent le temps de planifier? D'ailleurs, si vous avez cette habitude de planifier, dites-le moi en commentaire. La planification va vous permettre de passer votre vision à la réalité. Ça va vous permettre de concrétiser littéralement un projet. Pourquoi? Parce que la planification vous permet d'asseoir vos idées, de séquencer le processus pour finalement arriver au but que vous voulez atteindre. Si vous avez des idées ou un objectif mais qu'il reste dans votre tête, vous pourrez l'accomplir, mais ce sera diffus, ce sera peut-être un peu fouillis, vous aurez tendance à partir dans tous les sens. Pourquoi? Parce que ça va manquer de clarté. Le fait de vous asseoir, de vous poser et de réfléchir, ça va vous obliger à séquencer le projet. Ça va vous obliger à définir les étapes. Chaque étape, chaque strate, ce que vous devez faire, peut-être même mettre une date, peut-être même aller dans le détail de chacune de ces étapes. Vous voyez, lorsque vous entrez en fait dans le vif du sujet de l'objectif que vous voulez atteindre, ça vous aide également à le matérialiser, tout simplement parce que lorsqu'on a une idée ou un but, peu importe, c'est dans la tête, c'est intangible, vous êtes d'accord avec moi, c'est dans l'ordre de ce qui est spirituel, immatériel. Mais le fait d'écrire, là, vous transposez dans le monde matériel et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui va vous aider à faire de votre vision une réalité. Il y a un autre point important lorsque vous avez l'habitude de planifier, c'est que ça vous oblige à être discipliné parce que vous avez défini vous-même les étapes. Vous savez que ce point-là est important avant d'atteindre le point d'après. Donc, vous êtes obligé, vous-même, vous obligez à le mettre en pratique. Vous obligez à passer à l'action étape après étape. C'est là tous les bénéfices de la planification. Et on dit souvent que un projet ou un objectif planifié est à moitié réalisé. C'est très vrai, les amis. Ça a l'air comme ça un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est très vrai. Quel que soit l'objectif, que ce soit une promotion, que ce soit un investissement que vous vouliez faire, que ce soit redresser vos finances, sortir du découvert, passer votre permis de conduire, acheter une villa, une voiture, que sais-je, à partir du moment où vous écrivez ce que vous voulez faire, la date à laquelle vous voulez réaliser cet objectif et que vous écrivez les étapes, les attendus qu'il faut que vous fassiez pour réaliser cet objectif, vous êtes déjà dans le flow, vous êtes déjà dans le mouvement. Vous mettez vous-même en action vers la réalisation de cet objectif. Et l'atteinte de ce but final, finalement, ce n'est qu'une conséquence de tout ce que vous aurez fait en amont, de toute cette planification que vous aurez mis en place en amont. Et c'est ça qui est important parce que la plupart des gens ne prennent absolument pas le temps de le faire. Mais cette étape, elle est cruciale parce que le temps ne vous attend pas, le temps n'attend personne. Vous devez écrire ce que vous avez à faire puisque si c'est pas écrit, ça veut dire grosso modo que vous avez toute la vie, n'est-ce pas? C'est ça qui est important. Vous devez passer de l'état de l'idée à l'état de la matérialisation écrite avant que la matérialisation concrète et tangible ne se produise. Vous connaissez sûrement l'histoire de SpaceX avec son fondateur, l'illustre Elon Musk. En fait, lui, sa vision, c'était de démocratiser la conquête de l'espace, on va dire ça comme ça. Il considérait qu'on pouvait vraiment réduire les coûts des fusées, du personnel, des matériaux pour pouvoir rendre accessible l'espace, en fait. Et son idée, à terme, sa vision, c'était que l'être humain puisse aller dans l'espace, voire même sur d'autres planètes, dont la planète Mars. Bon, alors, on y adhère pas, c'est pas ça le point. Le point que je veux vous montrer, c'est les étapes qu'il a fallu pour que cette entreprise privée, parce que jusqu'à présent, ce n'était que des entreprises publiques, étatiques, qui avaient ce levier de l'espace. Les 3 premières fusées Falcon 1 ont été un désastre. Soit elles se sont scratchées, soit elles ont explosé, enfin bref, ça a été catastrophique. Tant et si bien que l'entreprise SpaceX était au bord du gouffre, au bord de la faillite et à l'aube du 4e vol, n'avait pratiquement plus $1 en poche. Ils ont décidé de tout planifier dans les moindres détails.
ils sont repartis des 3 premiers échecs. Ils ont tout écrit, les causes, les conséquences, le matériau, les données de vol, la météo. Ils ont tout écrit, ils ont tout disséqué, ils ont créé un arbre de causes, mais vraiment dans le détail. Après ça, ils ont planifié le vol suivant en mettant plan B, plan C, plan D, et ils se sont assurés d'avoir tout écrit dans le moindre détail. Et le 4e vol a été leur premier grand succès commercial, et puis il s'en est suivi énormément d'autres qui ont connu du succès. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on écrit, on matérialise. Lorsqu'on écrit, on rend tangible l'intangible. Lorsqu'on écrit, on fait passer de l'imaginaire ou du spirituel, si vous préférez, au monde physique et matériel. Il y a de la puissance dans la planification, les amis. Il y a une dimension inconnue que vous ne maîtrisez pas dans le fait d'écrire et de planifier. Parce que en faisant ça, vous sortez de l'inconnu. Vous vous appropriez votre projet. Vous vous mettez en action dans ce projet. Vous vous mettez en avant-plan dans ce projet. Vous devenez le personnage principal de ce projet. Et c'est ce qui revêt une force extraordinaire. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui planifient et ceux qui ne planifient pas. Le 5e point de transformation, mon ami, c'est l'éducation. Ne crois jamais que tu as fini d'apprendre parce que tu as eu un diplôme, parce que tu as eu ton bac, parce que tu es sorti de l'école, parce que tu es sorti de l'université. Il y a des personnes qui croient que une fois qu'elles sont sorties du système scolaire, universitaire ou hautes écoles, elles ont fini d'apprendre. Mais c'est un grand mensonge. Ça veut dire que le monde va avancer et tu constates, tu vois toi-même la vitesse à laquelle le monde avance. Tu vas rester sur le carreau. Parce que, arrivé à un moment, force est de constater que ton niveau d'études, ton niveau d'apprentissage sera obsolète. Le monde avance trop vite pour croire qu'on a fini de s'éduquer, on a fini d'apprendre parce qu'on est sorti du système scolaire. Tu dois être curieux ou curieuse. Tu dois avoir faim, tu dois avoir soif de connaissances. Tu dois avoir envie d'améliorer ton niveau de connaissances. Tu dois avoir envie de te former dans les domaines qui t'intéressent. Tu dois avoir envie d'être à la page, tout simplement. Nous sommes à l'ère de l'IA. Eh bien, figure-toi que comme à l'époque où Internet est arrivé, il y a des gens qui disent non. Ah ouais, non, l'IA, c'est pas pour moi. Non, ça, l'IA, c'est trop mauvais. C'est vraiment la fin du monde, l'IA. Non, c'est pas pour moi. Mais le problème, c'est que on y est déjà, en fait. Les sociétés liquides du personnel licencient à tout de bras à cause de l'IA. On y est déjà. Je porte pas de jugement parce que nous, de toute manière, tout être humain normalement constitué, on préférerait que les gens gardent leur emploi, gardent leur salaire, tout le monde a des charges, etc. Mais le fait est que nous sommes dans un monde où tout va vite, les technologies avancent, les nouvelles technologies sont de plus en plus poussées, de plus en plus pointues, de plus en plus rapides. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde le train qui passe ou au contraire on décide de se former? Pour moi, c'est plus sage de se former en tout cas. Mais il y a des personnes qui refusent. Les mêmes personnes, ou alors le même type de personnes entre guillemets, qui refusaient l'ère d'Internet. Mais refuser une avancée technologique ne ferait pas cette avancée technologique. Ceux qui refusent, ce sont ceux qui restent sur le bord de la route. Donc tu dois toujours te former. Tu es comptable, tu veux peut-être apprendre, bientôt ça sera les factures électroniques, ou peut-être que ça a même déjà commencé, je ne sais pas. Eh bien, forme-toi, c'est ton domaine de compétence. Parce que il y a plein de gens, justement, qui refusent de se former. Donc imaginez si vous décidez de vous former, si vous décidez de continuer de vous éduquer, si vous décidez de continuer d'apprendre. Mais ça veut dire que vous faites partie d'une élite, ça veut dire que vous faites partie d'une infime minorité qui a décidé de ne pas se contenter du statu quo du bagage appris à l'école ou à l'université. J'ai le souvenir d'une de mes connaissances qui a décidé, elle devait avoir, je sais pas moi, 35, 38 ans à peu près, elle a décidé de faire une reconversion professionnelle. Et à cet âge-là, elle a décidé de reprendre les études pour se former, elle voulait devenir infirmière libérale. Et donc, elle avait des enfants dont
Martin, une petite fille en bas âge, elle est partie, elle a quitté la Guadeloupe, elle est partie en Belgique, si mes souvenirs sont bons, pour commencer une école de soins infirmiers. Et actuellement, donc elle a déjà des années qu'elle exerce et elle a construit sa patientèle en France. Et là, actuellement, elle est partie au Canada, à Montréal, je crois, pour poursuivre sa carrière d'infirmière. En fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est un mensonge si on vous a dit « Ah, mais non, écoute, t'es très bien comme ça, écoute, t'as déjà ton salaire, tu vas chercher quoi? T'as tes enfants qui ont besoin de toi. » Non, il s'agit pas de sacrifier ses enfants, mais il s'agit de continuer à se former, à s'éduquer, même si on a des enfants. Et peut-être même encore plus si on a des enfants. Parce que la nouvelle génération, ça va vite. Ça va très vite. Nous sommes dans un monde économiquement instable. Vous savez pas à quel moment il y a un revirement de situation dans votre entreprise ou dans votre cercle proche qui fait que vous aurez besoin de rebondir. Mais plus vous aurez de connaissances, plus vous aurez emmagasiné d'acquis et plus ce sera facile pour vous. C'est ça. Et puis, se former, s'éduquer, ça veut pas dire reprendre des études. Ça veut dire continuer à lire, ça veut dire écouter des podcasts, ça veut dire regarder des vidéos, être abonné à une chaîne comme la mienne, par exemple. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez également me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, puisque je délivre également du contenu là-bas. Donc, vous pouvez venir m'y rejoindre, c'est le même nom. Vous voyez, il y a toutes sortes de formules pour continuer à vous éduquer. Choisissez la formule que vous préférez, mais de grâce. L'éducation, c'est très, très important. On continue d'apprendre jusqu'à la mort. Et puis, formez-vous à l'IA. C'est vraiment un conseil que je vous donne en passant parce que vraiment, vous n'avez pas idée à quel point c'est puissant, à quel point ça aide. Et de toute manière, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que le 7e point est très, très riche, très puissant et vous n'avez pas idée à quel point. Le point de transformation numéro 6, les amis, c'est la discrétion. Je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde où tout va super vite. C'est-à-dire qu'on est dans un monde interconnecté, tout est relié, l'information va à la vitesse de la lumière. Une information que vous pensez être dans un cercle intime, si vous n'y prenez garde, elle se retrouve affichée sur la toile. À partir du moment où elle est sur la toile, ça veut dire qu'elle est au vu et au su du monde entier. Donc de grâce, les amis, il faut cultiver la discrétion. Vous savez, la plupart des gens qui sont tombés, dont on a saboté les plans, qui ont été victimes d'attentats ou de meurtres ou de guet-apens, enfin bref, à qui on a vraiment mis des bâtons dans les roues, c'est des gens, la plupart du temps, qui n'ont pas su cultiver la discrétion. C'est capital, c'est vraiment important. Parce que, dites-vous bien que tout le monde ne vous aime pas. Je pense que c'est pas un scoop pour vous. Tout le monde ne vous aime pas, tout le monde ne veut pas votre bien, tout le monde ne veut pas vous voir briller, tout le monde ne veut pas vous voir réussir. Ou du moins, je me reprends. C'est-à-dire que les gens vous aiment bien, ils veulent bien que vous réussissiez, mais pas plus qu'eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes à leur niveau ou en dessous d'eux, c'est encore mieux, là ils vous apprécient. Mais quand vous commencez à briller, quand vous commencez à level up, quand vous commencez à glow up, quand vous êtes à votre prime, là, les gens ne vous supportent pas. Ceux qui vous aiment, ceux qui vous boostent, ceux qui vous chérissent, ceux qui vous encouragent, ce sont des gens qui, sincèrement, c'est vos besties, c'est votre famille, et encore pas tous les membres de votre famille, c'est vos amis proches, c'est vraiment ceux qui vous veulent du bien. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y en a pas énormément. Donc faites attention à ça. La discrétion, c'est vraiment une alliée très très forte. C'est pour ça que je vous dis que si vous mettez en place ce point de transformation, de cultiver la discrétion, vous allez briller, mais les gens vont vous voir briller, vous serez déjà au sommet, ils ne pourront rien vous faire. Vous voyez ce que je veux dire? Personnellement, moi, j'annonce jamais mon prochain coup. J'annonce jamais mon prochain mouvement. Jamais. Vous savez, il y a des gens qui ont appris que j'avais acheté un appartement au Maroc quand je l'avais déjà acheté. Il y a des gens qui ont appris que j'ai écrit un livre quand le livre était déjà publié. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'en suis rendue à ce point-là. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous voulez vraiment cacher les choses, que vous voulez vivre comme un ermite et que vous faites confiance à personne. Ça n'a rien à voir. C'est que souvent, il y a des gens que vous aimez, il y a des gens à qui vous faites confiance même. Mais ces gens-là sont entourés d'une ou de plusieurs personnes toxiques, négatives, mauvaises et néfastes. Est-ce que vous allez quand même prendre le risque
de parler de vos projets à ces gens-là que vous aimez, à qui vous faites confiance, sachant qu'ils sont mal entourés. Non, 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 non. En tout cas, moi, personnellement, je ne prends pas ce risque-là. Je fais la part des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que une fois, j'avais entendu une dame, bon, cette dame avait déjà un certain âge, hein, elle disait, moi, pour ma part, j'évite de faire en sorte que les gens méditent sur mon compte. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. En tout cas, moi, j'avais très bien compris à l'époque la philosophie qui se cachait derrière ses propos. C'est-à-dire qu'elle évitait de se montrer. D'ailleurs, ils avaient une très, très, très belle voiture. Elle évitait d'aller, par exemple, sur le marché ou faire des courses avec sa voiture, tout simplement parce qu'elle ne voulait pas que les gens murmurent sur elle. Ça, elle était très intelligente, cette dame-là, parce qu'elle avait compris que la jalousie, c'est un fléau. La jalousie, c'est le fléau de l'humanité. Faut pas se mentir. C'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que les gens envient, jalousent, maudissent, calomnient, mais pour rien du tout, gratuitement. Donc vous avez une belle voiture, vous avez travaillé pour, eh bien en fait, ils vont être dérangés par cette voiture. Ça a du sens? Non. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc il faut se prémunir, d'où la discrétion. On ne doit pas faire en sorte d'alimenter, il ne s'agit pas de se cacher, attention, il ne s'agit pas de se cacher. Mais l'idée c'est de ne pas aller show off, se pavaner, montrer et dire « Ah, j'ai ceci, j'ai cela ». Who cares? Who cares? En fait, on s'en fiche. Parce que quand Dieu te bénit, quand tu as de belles choses, une belle voiture, une belle villa, une belle famille, des amis sympas et tout, avant tout, c'est pour toi. C'est pas pour les autres, c'est pour toi. Donc, tu n'as pas besoin d'aller raconter quoi que ce soit. Reste avec une ou deux personnes triées sur le volet. Et je dis bien extrêmement triées sur le volet. Ma grand-mère avait pour habitude de dire que à partir du moment où on partage un secret, ben, en fait, ce n'est plus un secret. Ben oui, parce que tu vas soi-disant le dire à ta bestie ou ton bestie, mais qu'est-ce qui te prouve? Comment tu sais ce qui est au fond de son cœur? Est-ce qu'un jour, par inadvertance ou sciemment, il n'ira pas raconter ce que tu lui as confié en toute amitié? Tu n'en sais rien. Donc en fait, à partir du moment où on se confie, c'est un risque qu'on prend. Donc on accepte de prendre ce risque-là, mais vraiment avec des personnes dignes de ce nom, des personnes dignes de confiance. Moi, pour moi en tout cas, c'est vraiment important et je fais très très attention à ça. En plus, mon ami, il faut savoir que la discrétion fait travailler aussi l'humilité. Et quand tu es dans ton éra, tu as ton prime, tu glows, tu réussis, etc., c'est important de savoir rester humble. Parce que dans la vie, rien n'est acquis. On peut être hyper successful et du jour au lendemain, tout s'écroule, tout s'effondre. Donc, il faut quand même faire en sorte de garder les pieds sur terre. Et l'humilité, ça a aussi sa place. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre l'humilité en point de transformation parce que c'est vraiment hyper capital. C'est un point qui est très, très important. Mais j'ai choisi la discrétion parce que la discrétion conduit à l'humilité. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, mon ami, dis-moi ce que tu en penses de ce point-là, de la discrétion. Est-ce que tu y avais pensé? Donne-moi ton avis à ce sujet. Et on se retrouve très, très rapidement, tout de suite, hein, à vrai dire, pour le 7e et dernier point. Bon, les amis, on s'installe où pour ce dernier point? On se met là, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, on va pouvoir discuter tranquillement. Voilà, on n'est pas bien là? On en pense quoi? Le dernier point, les amis, si vous le mettez en place, ça va drastiquement transformer votre vie. C'est la foi, c'est la foi. Alors, vous savez que moi, je suis chrétienne, mais je voudrais vous parler de la foi déjà. Premier point, la foi en vous. Vous devez apprendre à croire en ce que vous voulez, à croire en vous, à croire en ce que vous faites. C'est tellement important. Vous savez, il y a tellement de grands entrepreneurs, il y a tellement de grands investisseurs, il y a tellement de grands hommes, de grandes femmes qui sont morts avant d'avoir implémenté ce qu'ils avaient au fond d'eux, leurs valeurs, leurs
projets, leurs objectifs. Pourquoi? Tout simplement par manque de foi. Vous devez croire en vous, les amis, même si personne ne croit en vous. De grâce, croyez en vous. C'est ça, avoir la foi en soi. C'est pas être narcissique, c'est pas être égocentré, c'est juste croire en son potentiel, même si on n'a pas encore vu venir. Et bien sûr, au-delà du fait de croire en soi, moi je vous dirais, par-dessus tout, c'est avoir la foi que vous n'êtes pas seul, que vous avez au-dessus de vous un être suprême, un être supérieur, un esprit infini qui vous veut du bien, qui vous guide. C'est Dieu. Donc avoir la foi en Dieu, ça va vous aider à manifester votre vie à votre plein potentiel. Avoir la foi en Dieu ne va pas vous exempter d'adversité, de mauvaises rencontres peut-être, de tribulations, de choses que vous n'auriez pas vu venir ou que vous n'auriez même pas envisagé ou que vous n'auriez pas voulu. Ça va pas vous empêcher ça, mais ça va vous aider à dépasser toutes ces choses qui vont vous arriver dans la vie. Parce que vous savez, lorsqu'on est amené à faire face à ce qu'on appelle l'adversité, c'est pas fait pour nous détruire, c'est pas fait pour nous tuer, c'est fait pour nous faire grandir. Parce que l'homme ne grandit pas quand tout baigne, tout va bien, tout roule. Non, l'homme grandit, il se forge, il devient plus fort, il devient plus puissant, il acquiert en compétences, en expérience. Lorsqu'il fait face à un mur et qu'il est obligé de trouver des solutions, il est obligé de passer à travers, il est obligé de le contourner, de le surmonter. C'est là où il développe ses capacités à aller encore plus loin, à aller encore plus haut. Avoir la foi en soi, avoir la foi en Dieu, c'est considérer qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, mais qui sont là pour vous aider à aller plus loin, qui sont là en fait pour vous révéler qui vous êtes, pour vous aider à grandir, pour vous dire ok, tu penses que tu n'en es pas capable, toi-même tu te sous-estimes peut-être, mais au fond de toi tu as les ressources. Et c'est cette dimension spirituelle à laquelle vous permettra d'accéder votre foi. C'est-à-dire que, alors si je veux schématiser, votre foi, c'est comme la passerelle, le pont qui vous relie à Dieu, qui vous relie au Créateur, celui que nous, chrétiens, nous appelons notre Père. Parce que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui connaît tout, c'est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que des choses que vous n'avez pas encore perçues, des choses que vous n'avez pas encore expérimentées, des choses que vous n'avez pas encore implémentées, lui, il connaît. Et comme il connaît, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, il a tout créé, il est au fait de tout, il vous aide, non pas nécessairement en faisant à votre place, mais comme un guide, comme un rocher solide sur lequel vous pouvez prendre appui. C'est comme un bras invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que ça fait d'avoir la foi en Dieu, ça fait que vous faites le premier pas. Parce que les amis, vous faites pas le premier pas, il n'y a rien qui se passe. Vous faites le premier pas, Dieu fait les 9 pas suivants. Vous faites le 11e pas, il fait les 9 pas suivants. Vous faites le 21e pas, il fait les 9 pas. Vous voyez, et c'est comme ça que vous avancez beaucoup plus vite. Et en même temps que vous nourrissez, que vous faites grandir votre foi en Dieu, votre foi en vous-même va grandir de même. Parce que, vous savez, nous sommes tous nés seuls, même les jumeaux, il y en a un qui sort en premier. Et la vie, elle est faite de rencontres, voilà, on avance, on se marie, on fait des enfants, mais globalement, nous devons grandir, nous, premièrement. Et ensuite, on peut aider les autres à grandir, on peut aider ses propres enfants à grandir, on peut, en fonction du métier que l'on fait. Désolée les amis, je transpire parce que là, c'est chaud. Vous avez vu ma propension à me distraire moi-même dans ce que je suis en train de vous dire, c'est incroyable. J'ai besoin de personne pour me distraire, je fais ça très bien toute seule. Donc, j'étais en train de vous dire qu'en fait, c'est tellement important de cultiver la foi. En fait, je l'ai mis en dernier, 7e et dernier secret. 7e et dernière sagesse. 7e et dernier point de transformation, mais c'est pas le moindre. En fait, je pense même que c'est le premier, en fait. Donc voilà, les amis. En tout cas, franchement, c'était un pur bonheur, un pur régal de faire ce tête-à-tête, chit-chat avec vous. J'aime trop ça. Dites-moi en commentaire, lequel de ces points, laquelle de ces sagesses
business vous avez décidé de mettre en place. Ou dites-moi aussi si vous avez déjà dans votre vie plusieurs des points que j'ai cités, mais dites-moi lesquels, comment vous arrivez à les mettre en place dans votre vie, qu'est-ce que ça vous a apporté de bon. Donc j'aimerais bien vous lire et qu'on puisse échanger et partager en commentaire. Les amis, je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires. Donc pensez à liker la vidéo, bien sûr, à la partager et les amis, come on s'abonne, n'est-ce pas? On s'abonne. C'est très, très, très important pour moi. C'est vraiment important pour moi parce que je prends un plaisir à vous faire ces vidéos. Vous savez que moi, même quand je vous fais des vlogs, j'ai à cœur de vous partager de la valeur, pas juste vous montrer des beaux paysages. Donc c'est vrai, c'est sympa, les beaux paysages. Mais je vais aussi vous partager de la valeur, ma philosophie, que j'ai appris de la vie et c'est, voilà, c'est pour vous aider. Et aussi, j'attends vos retours en commentaire. Et ma seule récompense, les amis, c'est que vous vous abonniez. Voilà, c'est ma seule récompense. Donc, en tout cas, je vous dis de prendre soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, donc dimanche prochain, pour un nouveau vlog cette fois-ci. Et je vous prépare de belles choses, de beaux voyages pour le mois de juin. Donc, ça va être fun, ça va être génial. On va vivre tout ça. Dites-moi en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que je développe pour vous en vidéo. Et on se retrouve très vite, les amis. Bye bye. Prenez soin de vous. I'm so excited.